Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. On dit souvent que l'oisiveté est mère de tous les vices. C'est déjà les vacances et s'il n'y a pas de programme prédéfini, si les enfants sont livrés à eux-mêmes, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Un vrai casse-tête pour les parents. S'il y a l'une des questions que les parents se posent pendant ces temps de pause, c'est comment occuper les enfants? Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre dans ce numéro de Débat Éducation. Mais avant de vous présenter l'invité qui est avec moi sur ce plateau, voici ce jingle. Comme je le disais tantôt, les vacances peuvent être un casse-pied pour les parents, bien qu'il faut accorder quelques temps de loisirs aux enfants afin de souffler. Il faut aussi leur trouver des activités saines. Et pour en parler, je suis avec moi sur ce plateau avec Madame Noviekou Pialo Dado, sociologue, personne ressource en orientation, coordinatrice de OANEP Togo. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. La responsabilité des parents est assez lourde pendant ces vacances. D'après vous, quelles sont ces responsabilités vis-à-vis des enfants pendant ces moments de vacances? Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit en intro, pendant ces vacances, il est important pour les parents d'occuper les enfants. Je dirais de les occuper au maximum parce que c'est quand même 2 mois et demi et il faut quand même les occuper à mettre le temps à profit. Alors, en termes de responsabilité, elle est claire. Il faut que les parents essaie de voir dans quelle mesure ils pourraient assurer l'encadrement de ces enfants en sachant qu'entre-temps, ils doivent eux-mêmes vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire les parents. Certains vont au boulot, d'autres vont au marché, donc ils ne sont pas à la maison. Et donc, durant cette absence-là, qu'est-ce qui doit se passer? Et donc, c'est aux parents donc, de voir, au regard de, je dirais, de l'âge des enfants, de leur proposer des activités qui puissent les occuper, mais aussi des activités qui leur fera du bien. Et donc, il y a clairement une responsabilité d'accompagnement, une responsabilité, je dirais aussi, de prise en charge, parce que c'est parce qu'il y a les vacances, donc il faut aussi assurer le côté, je dirais, nourriture et tout le reste, parce que parfois, les parents peuvent s'oublier et se dire que, bon, ils vont se gérer eux-mêmes, donc assurer le nécessaire tout simplement aux enfants pour que tout se passe bien, mais aussi ajouter qu'il est important pour les parents, durant ces périodes de vacances, de voir dans quelle mesure assurer aussi la sécurité des enfants. Parce qu'ils ne sont pas souvent là, les parents. Et donc, comment, durant ces temps d'absence, ils veillent quand même à distance à la sécurité des enfants. Donc, parce que malheureusement, il est parfois noté que des fois, c'est au travers d'un jeu, l'enfant se blesse ou bien en s'amusant avec son frère et sa sœur, il peut avoir des petits bobos. Donc, la question de la sécurité aussi, elle est importante. Alors, le constat aussi, c'est que les parents accordent très peu de leur temps aux enfants, surtout quand les 2 parents travaillent. Est-ce que cela ne représente pas un danger pour les enfants en ces périodes de vacances? Oui, la question des parents qui travaillent aujourd'hui, bon, ça touche tout le monde pratiquement parce que même la maman qui vend, le papa qui est, je ne sais pas, qui fait dans les travaux, disons, informels, menuiserie et consorts, tout le monde pratiquement aujourd'hui est occupé. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on a des enfants à gérer, à prendre, en fait, pour lesquels il faut assurer un minimum ou pour ne pas dire un maximum de prise en charge à tous les niveaux. Et donc, c'est une réalité aujourd'hui. Mais je crois que c'est même pour ça que vous faites des missions, pour que les parents soient sensibilisés et se rappeler que oui, il y a le travail, mais il y a aussi les enfants. Et donc, il va falloir gérer ces 2 aspects-là et
Et là, il faudrait que chacun puisse être assez créatif, je crois, pour pouvoir le gérer, parce que ce n'est pas les mêmes contextes pour tout le monde, ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas impossible d'y réfléchir et de proposer quelque chose qui soit quand même acceptable et pour gérer donc les enfants à distance. Alors, est-ce que assez créatif dont vous parlez sous-entend que l'un des parents doit mettre en pause sa vie professionnelle pour s'occuper de ses enfants ou son enfant pendant ses vacances? Alors, si les deux parents à la base travaillent, ça veut dire qu'en fait, même si les enfants sont en vacances, ils ne vont pas en fait interrompre leur processus ou bien leur engagement professionnel. Alors si cela est le cas, qu'est-ce qui doit se passer? Je crois à mon humble avis que c'est aux parents, les deux parents, de discuter et de trouver des activités qui pourront occuper les enfants en leur absence. Maintenant, s'il est possible pour le parent de manager son programme, parce qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas forcément une responsabilité professionnelle assez lourde, peut-être que c'est le parent même est responsable de sa structure, à des gens qui peuvent s'occuper de la structure quand lui n'est pas là. Et donc, c'est aux deux parents de voir qui pourra mieux, en fait, qui pourra prendre un peu de son temps pour s'occuper des enfants, peut-être quitter un peu tôt la maison, mais rentrer un peu plus tôt également. Et là, c'est vraiment une discussion entre le papa et la maman pour savoir comment on s'organise. Parce que pour les parents qui ne peuvent pas, vraiment pas changer leur agenda professionnel parce que je dirais, leur travail ne leur permet pas, ça, on ne peut rien faire. Mais il faut toujours trouver un mécanisme pour occuper les enfants. Peut-être ils pourront trouver quelqu'un qui pourra venir assister les enfants en leur absence. Et c'est là aussi peut-être la nécessité de mettre peut-être les cousins, les cousines à contribution. Mais encore que, il faut faire attention pour savoir qui on met à côté des enfants, voir l'âge des enfants. Si les enfants sont mineurs et ils sont de sexe opposé à la personne qui doit venir, parce qu'aujourd'hui, la question des abus sexuels sont aussi une réalité et souvent c'est aussi en famille. Et donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. C'est pour dire en fait que le débat que vous soulevez est un grand débat et je crois que, en tout cas, je salue l'initiative parce que ça vient réveiller, ça vient nous réveiller en tout cas. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants pendant les vacances? Parce que s'il n'y a pas de programme d'activité pour eux, eh bien, les enfants vont se trouver eux-mêmes des activités qui ne seront pas très commodes et au pire des cas, qui seront nocives à leur bien-être. Oui, vous avez raison. Il faut forcément que les parents puissent réfléchir à la question et trouver, comme vous l'avez dit, des activités commodes et saines. J'aime bien le mot parce qu'effectivement, si on laisse les enfants seuls gérer, souvent c'est quoi? Peut-être c'est les jeux, c'est la télé, mais là encore, c'est quel programme ou quel élément. Ça peut être aussi des camps de vacances. Voilà. Alors, de façon pratique, je pense que les parents peuvent proposer des activités d'abord ludiques parce qu'on est en vacances, il faut que les enfants se reposent, se relaxent un peu et donc il faut un peu couper avec le cahier. Donc, j'ai dit un peu, couper avec le cahier. Donc, je vois en fait ça en 3 temps. Voilà. D'abord, les activités ludiques. Oui, c'est-à-dire? Donc, tout ce qui est jeu, regarder un peu la télé, s'amuser un peu avec les autres amis du quartier, si le contexte le permet, bien entendu, ou bien avoir des jeux à la maison et en tout cas organiser les enfants autour des jeux. Il y en a tellement, on peut en trouver dans les magasins aujourd'hui, mais des jeux éducatifs en fait, c'est-à-dire qu'on joue, mais on apprend également. Ça peut le faire. Pour les petits enfants, par exemple, des jeux de coloriage. En tout cas, on prépare déjà l'enfant au travers du jeu quand même à quelque chose. Il y a aussi des activités éducatives qui, je dirais, c'est, vous l'avez dit, les camps chantiers. Les camps chantiers aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très formateur. Quand l'enfant se retire de la maison pour 1 semaine, 2 semaines, et va dans un autre environnement, surtout c'est en milieu rural ou carrément dans un autre environnement, en tout cas qui ne lui est pas familier, il aura rencontré d'autres enfants, il aura rencontré des coachs, des mentors, des aînés qui vont le guider et l'amener à voir, à travailler son caractère, à travailler le vivre ensemble et puis à faire peut-être des tâches qu'il ne faisait pas à la maison, comme par exemple balayer, nettoyer les dortoirs, faire la lessive
lessive, la vaisselle. Donc, avec les camps chantiers, l'enfant apprend, mais il s'épanouit également. Il n'a pas l'impression d'être enfermé encore pour apprendre. Non, mais il s'épanouit. Il ne sera pas dans l'individualisme. Non, il rencontre d'autres personnes et puis il apprend à se connaître. Mais au même moment, il découvre d'autres personnes parce que ce n'est pas toujours le même format que de rester chez soi. Donc ça, par exemple, c'est intéressant. Il y a aussi, par exemple, que si les parents détectent en l'enfant un nombre de talents, ils peuvent déjà le mettre sur le pas. Par exemple, recruter pour l'enfant un enseignant en piano qui l'enseigne le piano ou la guitare. En tout cas, apprendre quelque chose. Voilà. Apprendre quelque chose. Maintenant, selon que tu as les moyens, tu fais selon ce que tu as en tant que parent. Il n'est pas obligé de faire quelque chose d'extraordinaire, mais fais ce que tu peux faire qui peut être utile à l'enfant, qui peut éveiller ses sens et pour que demain, il puisse, je dirais, en profiter. Il y a aujourd'hui aussi tout ce que vous avez comme les petites formations en fabrication de sacs, de boucles d'oreilles, avec des pagnes. Il y a plein de choses, même les formations en décoration. Voilà. J'ai vu pas mal sur la toile des formations qui sont en train d'être faites par-ci et par-là. Des fois aussi, il y a les formations en restauration d'une semaine, 2 semaines. Donc, l'enfant va apprendre forcément quelque chose et ce n'est pas juste pour l'occuper, juste genre on le case là-bas, mais il se découvre, il se forme et ça fait du bien aux parents parce que quand vous avez un enfant qui est épanoui et qui est équilibré, c'est que vous avez gagné. Mais quand vous fermez l'enfant ou l'enfermez dans les 4 murs de la maison avec beaucoup trop de pression, vous perdez en fait le génie qu'est dans votre enfant. Donc ça, c'est ce que je peux appeler les activités éducatives. Maintenant, il y a tout le temps, en fait, le temps préparatoire à la rentrée, parce qu'il ne faut pas aussi s'oublier. Voilà. C'est vrai, on est en vacances, mais après, on retourne à l'école. Donc, il doit avoir dans cette programmation des activités pédagogiques. Voilà, une petite section pour les activités pédagogiques, surtout, je dirais, à 4 semaines avant la rentrée, pour déjà préparer l'enfant dans le bain de l'environnement scolaire. Peut-être pour certains enfants, ils passent en classe, bon, pour la plupart d'ailleurs, ils passent en classe supérieure, et ce n'est pas la rentrée qui va découvrir ce qu'on fait dans sa classe supérieure, mais déjà en amont, le parent peut l'organiser avec peut-être un répétiteur ou avec les frères, parce qu'il faut aussi mettre les grands frères, les grandes sœurs à contribution. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher un enseignant répétiteur, mais les grandes sœurs, les grands frères peuvent aussi mettre mise à contribution. Donc maintenant, ça devient toute une organisation que les parents doivent mettre en place en discutant d'abord à 2, mais aussi avec l'enfant qui est concerné, parce qu'on ne va pas tout lui imposer. Qu'est-ce qu'il voudrait? Et donc c'est là aussi qu'on peut voir, peut-être que l'enfant se dit, ben moi, j'aimerais bien, j'ai remarqué que bon, je ne suis pas très bon en grammaire et donc j'aimerais bien renforcer ce côté-là, ou bien si c'est des activités ludiques, peut-être il veut apprendre la natation, donc il faut donner la parole aussi à l'enfant de s'exprimer. Et maintenant les parents, avec toute leur maturité, verront qu'est-ce qui est bien pour l'enfant, parce qu'il est possible que l'enfant aussi puisse dire je veux ceci, mais au fond peut-être c'est pas ça qui est bien pour lui. Donc c'est aux parents de savoir comment, je dirais, négocier avec l'enfant pour que le programme qu'ils établissent puisse lui être utile et que l'enfant puisse s'épanouir et que eux-mêmes soient aussi rassurés de continuer leur travail, mais sachant que l'enfant est bien, je dirais, entretenu. Voilà. Et dans votre développement tout à l'heure, vous avez parlé de la télévision. Est-ce qu'il faut laisser tous les programmes télé à la portée des enfants? Ah non, pas tous les programmes, parce que si on dit tous les programmes, on sait un peu ce qu'on a dans les programmes. Voilà. Si aujourd'hui vous avez Canal+, il y a beaucoup d'éléments. En tout cas, il y a d'autres comment on dit ça, canaux pour avoir des programmes aujourd'hui. Il y a aussi Internet. Aujourd'hui, les gens vont directement sur Internet et téléchargent beaucoup de films. Mais quel film, quelle série télévisée, quel dessin animé que l'enfant doit regarder? Et c'est là l'importance pour les parents de veiller à quel programme regarde l'enfant. Même dans les dessins animés, je peux vous assurer aujourd'hui qu'il y a aussi des dessins animés qui ne sont pas sains, qui ne sont pas édifiants, qui ne sont pas éducatifs. Et donc, à nous de voir, d'abord, on doit se poser la question, quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants
en leur permettant de regarder tel ou tel programme. Il y a aujourd'hui des programmes très violents. On se frappe, c'est vraiment beaucoup de violence. Mais là encore, quel âge a l'enfant pour regarder tel programme? Donc c'est aux parents de trier et d'expliquer aussi, parce que des fois, même si vous n'êtes pas là, l'enfant est capable de manipuler la télécommande, de déprogrammer et de regarder ce qu'il veut. Ouais. Donc c'est aux parents de vraiment expliquer pourquoi tu ne dois pas regarder tel programme, pourquoi tel programme est meilleur. Et si possible, mettre quelqu'un à contribution, parce que vous ne serez pas là peut-être de 7h30 à 18h pour certains. Peut-être d'autres, c'est de 7h30 à 20h carrément. L'enfant, tout ce temps-là, plus de 8 heures de temps, il a la télé à sa disposition, mais il faut organiser à ce qu'il ne soit pas tenté d'aller regarder ce qui ne l'aiderait pas. Voilà. Donc forcément, il faut organiser ça. Il faut aussi expliquer, comme je l'ai dit, ce n'est pas évident. Et si jamais l'enfant ne comprenait pas, il faut mettre quelqu'un à contribution qui sera là, soit une nounou ou bien un aîné ou une aînée qui sera là pour surveiller, parce qu'aujourd'hui, il est important de surveiller. C'est comme vous mettez du lait sur le feu, vous n'allez pas tourner le dos en disant que bon, je vais revenir dans 2 heures. Il faut surveiller les enfants. Ce n'est pas aussi comme si on les harcèle ou on leur met la pression, mais de temps en temps, il faut être juste à côté, quelqu'un dans les parages pour surveiller. Ah, attention, ça, non, on ne va pas regarder ce programme, tu sais, c'est pas si. Ah, par contre, ça, donc il faut en fait amener l'enfant vers ce qui est bien, au regard, en fait, au travers des programmes télé. En tout cas, il y a aujourd'hui pas mal de programmes éducatifs sur beaucoup de chaînes, mais au même moment, il faut être conscient qu'il y a des programmes aussi qui ne sont pas intéressants par rapport à l'âge de l'enfant. Donc c'est tout ça qu'il faut considérer. Alors n'oublions pas non plus qu'il y a aussi les réseaux sociaux dont beaucoup de jeunes sont dépendants aujourd'hui. Ils ne savent pas faire la différence entre la vie privée et la vie publique. Alors quels conseils vous pouvez donner aux parents, surtout par rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui? Ça, c'est une grande problématique, parce que est-ce qu'on peut contrôler les enfants dans l'interaction avec les réseaux sociaux? Généralement, c'est difficile, parce que nous parlons des réseaux sociaux, c'est quoi? Le WhatsApp, le Facebook, TikTok aujourd'hui. TikTok, ah oui, c'est l'actualité ou c'est la mode aujourd'hui. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, sur TikTok, Instagram. Donc les jeunes aujourd'hui sont quand même, je dirais, les réseaux sociaux aujourd'hui sont à la portée des enfants. Maintenant, comment toi, parent qui n'est pas à la maison, tu surveilles ça? A priori, c'est difficile parce que tu n'es pas là. Tu regardes, parce que même quand tu es là, tu es tellement peut-être occupé à faire quelque chose à la maison. L'enfant, lui, il est sur son smartphone, mais tu ne vas pas à chaque fois regarder ce qu'il fait. Mais peut-être c'est avoir de temps en temps des temps de discussion, les soirs avec les enfants, les week-ends, pour revenir sur ces aspects-là. C'est bien d'être sur les réseaux sociaux, mais attention, il y a ci, il y a ça qui n'est pas bien. Alors, je dirais que c'est vrai qu'il faut sensibiliser les parents, mais je crois que c'est plus les enfants qu'il faut sensibiliser, parce que c'est eux qui sont vraiment en contact direct avec ces réseaux sociaux, parce que peut-être on a des camarades qui vont me dire, vont leur envoyer donc des éléments de TikTok et tout. Donc on ne peut pas contrôler tout ça, ça serait beaucoup d'énergie, mais si on prend du temps pour expliquer à l'enfant, ça serait bien. Mais peut-être de façon stratégique en amont, c'est de faire asseoir l'enfant, de discuter, de dialoguer et de rentrer dans son monde. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait de sa journée, qu'est-ce qu'il fait généralement sur les réseaux sociaux, sans rentrer dans une posture je dirais, de gendarme ou de gardien, mais plutôt de « je veux découvrir ton monde d'adolescent, ton monde d'enfant ». Ça veut dire que s'il y a des parents qui ont de la difficulté à communiquer avec leurs enfants, ils doivent faire un travail sur eux-mêmes. Aujourd'hui, l'enfant n'a pas besoin que tu sois assez trop fort de personnalité, voilà, ou quelqu'un qui gronde, quand on entend déjà la voiture venir, on rentre sous le lit. Non, l'enfant a plutôt besoin d'un ami, d'un confident, d'une confidente. Et donc, et la maman et le papa doivent en fait revoir leur posture par rapport à leurs enfants.
en se disant qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un bon contact avec ton enfant, en fait, tu le perds parce que c'est l'extérieur qui va le récupérer et il en fait ce qu'il veut. Finalement, un jour, tu te surprendras de voir que ton enfant qui ne parle jamais à la maison, que tu supposes être sérieux, sérieuse, en fait, que est devenu autre chose. Voilà. Oui, c'est normal parce que tu as mis des barrières en tant que parent. Et donc, il va falloir briser ces barrières-là tout en gardant ton autorité de parent. C'est pas parce que tu as commencé à avoir des temps de discussion, à rire avec ton enfant qui va plus te respecter. Non, voilà. Ça dépend de comment tu bâtis ton autorité pour que l'enfant sache que ça, c'est mon papa, c'est ma maman, je lui dois respect, mais au même moment, j'ai la possibilité de le dire, mes difficultés, mes inquiétudes et aussi mes souhaits. Il y a des papas ou des mamans avec lesquels les enfants ont de la difficulté à communiquer parce que ces derniers ont mis des blocages. Voilà. Ça ne fait pas du bien à l'enfant. Comme je l'ai dit, soit tu es en bon contact avec ton enfant et tu es sûr que tu l'as sous la main, soit tu as mis des barrières et sois sûr que tu l'as perdu en fait. Et souvent, c'est après des années que tu te rends compte que ton enfant est totalement travesti, n'est pas ce que tu penses, est une autre personne. Donc, amener les enfants à vous dire ce qu'ils sont, et assurer, je dirais, créer les conditions pour qu'ils puissent se livrer à vous, pour qu'ils puissent se libérer en fait et vous dire leurs soucis, leurs joies, leurs peines. Et c'est seulement en cela que vous pouvez être sûr que vous serez d'utilité pour l'enfant en termes d'accompagnement. Mais si vous mettez des barrières, franchement, vous avez perdu et vous faites du mal à ce dernier et à vous-même. Parce qu'en fait, il y a tellement de la richesse dans la discussion et dans l'interaction avec les enfants que des fois, vous-même, vous êtes surpris de voir que, waouh, mon enfant a grandi. Parce que des fois, quand ils parlent, si vous en tout cas, vous les laissez l'espace, vous êtes étonné de voir qu'en fait, cet enfant-là que je croyais enfant, en fait, a grandi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les parents sont, bon, on est dans le cas, on est souvent occupé, voilà, il y a des courriers à gérer, il y a des invitations à gérer, mais en fait, on oublie que l'important, c'est la maison. Ouais. Et si vous prenez un peu, même si c'est 2 jours que vous prenez avec vos enfants, vous allez voir qu'en fait, vous ratez beaucoup de choses parce qu'ils ont beaucoup à donner. Donc, j'encourage les parents à pouvoir prendre du temps de temps en temps avec les enfants, même si on sait qu'ils ont des programmes chargés, en se disant qu'en fait, ce pourquoi nous courons, c'est les enfants. Et donc, si au final, je dois finir 30 ans de course et me rendre compte que pour ceux pour qui je courais, je les ai perdus, c'est un peu grave. Voilà. Donc, il faut équilibrer un peu. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez, nous parlons de comment occuper les enfants pendant ces vacances, comment les amener à joindre l'agréable à l'utile. Vous le disiez tantôt, le moment peut aussi permettre aux parents d'amener les enfants à développer des talents qui sont enfouis en eux. Comment pensez-vous que le parent peut arriver à sortir dans l'enfant un talent qui est caché en lui, par exemple? Alors, pour ça, je crois d'abord, il faut beaucoup d'observation. Il faut que les parents observent les enfants lorsqu'ils sont à la maison, lorsqu'ils sortent, ils vont peut-être au marché, au supermarché, à l'église, lorsqu'ils vont chez les amis. C'est-à-dire que lorsqu'ils font des sorties de famille et lorsqu'ils sont en famille, il faut que les parents observent les réactions de leurs enfants. Comment ce dernier interagit avec ses frères, comment il interagit avec les matériels qu'il y a à la maison. Et donc, c'est là qu'on peut savoir que, ah oui, mon enfant, lui, il est porté peut-être vers peut-être la chanson. Parce qu'il y a des enfants, ils sont là, et puis d'un seul coup, ils commencent à chanter. Alors vous êtes peut-être à la cuisine ou bien au salon, mais vous écoutez. Ça doit vous dire quelque chose, c'est un message. Voilà. Et donc, peut-être parce que vous avez remarqué ça plus d'une fois. Donc, ça doit vous interpeller. Et peut-être c'est là où vous dites, mais oui, mon enfant a une très belle voix. Donc, vous l'aidez à peut-être s'inscrire à une école de musique. Donc, être attentif. Être attentif. C'est pourquoi je parle d'observation, d'écoute aussi. Et puis, quand je parle d'observation aussi, comment il interagit avec ses frères, ses sœurs
et son environnement, avec peut-être la gouvernante de la maison, avec le gardien, avec le chauffeur, avec les amis, comment il réagit. Et dans ça, ou bien quand il est seul, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il joue avec quoi? Il s'amuse avec quoi? Et c'est en ça que vous allez voir que, ah, mon enfant est porté vers ceci. Maintenant, il peut y arriver que des fois, l'enfant est timide. Il ne veut pas s'ouvrir, peut-être parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion. Donc, c'est à vous aussi parfois de créer des conditions pour vraiment permettre à cet enfant d'éclore ses talents. Il y a des parents, par exemple, ils envoient des enfants au camp chantier et c'est du retour du camp chantier que l'enfant dit « Ah maman, moi, j'ai découvert quelque chose, je veux perfectionner ça. » Ou bien, vous n'avez pas peut-être découvert quelque chose en l'enfant, mais vous vous dites, bon, par rapport à son âge, il serait bien qu'il fasse la natation, par exemple. Et puis, il va comme ça. Et il se trouve que, oui, en allant à la natation, il s'en sort plutôt bien. Ou bien, non, je l'inscris à un club de basket ou à un club de foot parce qu'on est à vacances. Et puis après, vous vous rendez compte que, ben non, après, il a aimé ce qu'il a appris. Donc, parfois, vous arrivez à détecter de façon, je dirais, intuitive, ou des fois, ben, c'est après que vous l'ayez mis dans une situation donnée que le talent s'éclore. Et donc, c'est à vous maintenant de voir comment l'accompagner dans son domaine et lui permettre vraiment de pouvoir, je dirais, développer ce talent en se disant qu'aujourd'hui, il est clair que tout le monde ne va pas rester dans un bureau. C'est ça aussi la réalité des choses. Et aujourd'hui, on peut vivre même de certains métiers que les gens peuvent se dire, ben non, ça c'est juste ludique. Il y a des activités ludiques aujourd'hui qui sont payantes. Il y a des gens, leur vie c'est que de la musique. Ils enseignent peut-être les instruments. Ils ne font que ça, mais ils arrivent à vivre. Donc, la question n'est pas tant bac plus 20, si je peux me le permettre, mais c'est vrai, il y a un minimum de niveau qu'il faut avoir. Mais après, c'est dire en quoi l'enfant est porté. Et ça, c'est un peu la question de plan de carrière aussi. Comment déjà très tôt, on accompagne l'enfant vers, je dirais, sa destinée. Ce n'est pas forcément parce que peut-être papa a raté ses cours en médecine qu'il va forcément vouloir que l'enfant devienne médecin. S'il n'est pas porté vers là, il ne faut pas le forcer. Des fois, on dit non, tu dois faire le droit. Est-ce que l'enfant est porté vers ça? Peut-être qu'il est porté vers autre chose. Donc, il faut que les parents soient peut-être, je dirais, un peu plus tolérants et qu'ils soient plus, je dirais, qu'ils aient plus de confiance en leurs enfants. Des fois, on doute beaucoup. Je reconnais, hein, moi-même, j'en fais partie. Des fois, on doute, on se dit, est-ce que, mais je me dis, essayons de pousser l'enfant, de le mettre sur la voie, mais laissons-le aussi s'exprimer. Et c'est en ça que nous allons voir qu'en fait, dans notre maison, on a une grande personnalité qui, dans 30 ans, voilà, va exceller dans un domaine donné. Et puis voilà, donc ce n'est pas tout le monde qui va rester dans un bureau. Même si on restait dans un bureau, des fois, oui, on est en milieu professionnel, on est dans un bureau, on a des postes de responsabilité, mais parallèlement, on fait d'autres activités ludiques, éducatives qui nous permettent quand même, et on vit de ça. Il y a des gens qui sont DG de société, mais qui font peut-être dans les week-ends, ils font de la musique, ils vont peut-être à la danse. Donc, il y a des choses qu'on peut aussi coupler. Donc, c'est à vous de se dire, est-ce que ce que l'enfant veut faire, est-ce que ça lui fera du bien? Si oui, laissez-le. Sinon, ok, vous pouvez censurer, mais a priori, laissons les enfants développer le génie qui est en eux. Merci beaucoup. Nous avons rencontré quelques jeunes et quelques parents dans la rue et nous leur avons tendu le micro. On va les écouter et on revient sur ce plateau. On est en vacances. J'ai voulu faire ce travail pour avoir un peu de l'argent, pour la rentrée, pour acheter quelques chaussures. Dans les vacances, je vends à des moments et tomates pour aider mes parents. Elles vont se faire un peu d'argent pour éviter le gain farci et avec les trucs qui suivent la grossesse précoce et autres. Donc moi je crois que c'est une bonne idée. Je vais vendre pour cotiser un peu d'argent pour acheter mes fournitures bien, ce que j'ai besoin pour continuer. Pendant les vacances, je vais jouer au ballon. Deux mamans préparer des choses. Les vieux homo kekea, nous gomonye la dasi, à fofo de via encadré
c'est-à-dire aller be masodokwe ano yafi komudzo vo mia vino do chami go de bia ho vacances vo kwa mia dabli fa do tane enyo mia so agbese do tane enyo voa leke mu encadrer do namba encadrer leke mu ledo. Alors, madame, vous venez d'écouter les parents et les jeunes qui se sont exprimés. Il y en a qui vendent pour pouvoir accompagner leurs parents dans l'achat des fournitures scolaires. Il y en a qui ont trouvé que se lancer dans des activités, c'est une façon pour eux, en tout cas, de déstresser. Que pensez-vous des propos des uns et des autres? Merci beaucoup. En tout cas, c'est assez intéressant d'avoir écouté nos jeunes sœurs et les parents aussi. Ils ont tout dit, hein, chacun à son niveau, dans son monde, dans son environnement. Comme cette fille-là qui lave le véhicule, par exemple. Voilà. Si vous voyez ça, par exemple, on peut se dire, mais non, ça c'est un travail des garçons. Déjà, c'est le réflexe qu'on peut avoir. Ouais. Mais voilà, elle s'est dit, ben, je veux m'occuper à quelque chose, je vais mettre le temps à profit. Et c'est intéressant de voir qu'elle se bat, elle se débrouille en tout cas de façon digne. Et ça, c'est à féliciter. Ça veut dire que s'il y a actuellement des jeunes, des enfants, et en tout cas des adolescents, on ne va pas dire des enfants, des adolescents qui sont en âge de pouvoir faire quelques travaux que ce soit, qui puissent leur permettre d'avoir un peu de revenus économiques, sans que cela ne porte atteinte à leur santé, à leur vie. Exactement. Moi, je les encourage à le faire et j'encourage les parents à ne pas enfermer les enfants dans les quatre murs. Il faut laisser les enfants faire des expériences. Ça, par exemple, elle va rencontrer des gens peut-être qui vont mal lui parler, elle va rencontrer des gens qui vont bien lui parler, mais ça forge en fait sa personnalité. Mais quand vous fermez l'enfant dans la poursuite de « on le protège », vous n'allez pas protéger votre enfant durant toute sa vie. Peut-être après il est grand, mais il n'a pas la maturité de gérer des situations. Voilà. Libérer, laisser l'enfant faire des expériences. Bon, c'est ça, je dis, pas enfants, mais plutôt les adolescents. Parce que là, ils ont quand même un minimum, je dirais, de maturité. Ils ont un niveau donné décisionnel. Ils peuvent dire non ou oui à des choses. Donc, il est un peu responsable. Libérez-le. Envoyez-le faire des expériences. Même si vous avez les moyens de gérer toi l'enfant, il ne faut pas se dire que ben non, moi j'ai déjà tout. Laissez l'enfant faire ses expériences. Et c'est ça qui le forme. Pour que demain, il devienne non seulement un parent responsable, mais aussi un adulte dans la cité qui soit, je dirais, équilibré. On a besoin en fait de toutes ces réalités-là pour devenir demain une personne sûre de lui-même et qui respecte aussi les autres. Mais quand vous cajolez trop votre enfant, vous le protégez trop, il est bien de protéger, mais quand vous en faites trop, ça devient un cas social pour la société parce que voilà, on a quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même, on a quelqu'un qui a peur de prendre des décisions, qui a peur de prendre des initiatives. Combien de parents n'ont pas vu leur héritage voler en éclats parce que les enfants qu'ils ont laissés ont été trop chouchoutés. Voilà. Ils ont été trop, c'est la fille à maman ou la fille à papa ou le fils à maman ou le fils à papa. Et du coup, vous avez des grands gaillards, des grandes dames, mais au fond, qui ne peuvent pas gérer parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à gérer. Exactement. Il faut laisser les enfants apprendre. Et donc, la fille là, je crois qu'elle a bien fait de se dire, je vais mettre le temps à profit. Et ce qu'elle est en train d'apprendre là, comme je dis, on peut dire c'est un travail d'homme, mais elle est en train de s'essayer à quelque chose. Exactement. Et donc c'est bien, c'est formateur. Un travail que son patron apprécie d'ailleurs. Voilà, que son patron apprécie. Et je profite même pour dire aussi que les patrons qui auront pendant ces vacances accueilli des jeunes filles, des jeunes garçons, que ce soit des patrons hommes comme femmes, je crois qu'eux aussi ont une responsabilité, c'est de protéger ces enfants-là. Parce que les parents vous ont fait confiance en laissant les enfants venir à vous. Parce que vous êtes aussi en réalité des parents. Donc vous, patrons, hommes comme femmes, si vous recevez des enfants pendant ces vacances, dites-vous que c'est aussi vos enfants. Et donc, vous avez la responsabilité de veiller à leur, je dirais d'abord, dignité, de veiller à leur sécurité et de payer ce qu'il faut. Parce que des fois, les gens aussi profitent des vacances pour exploiter les enfants, les adolescents. C'est pas bien. Dites-vous que c'est vos enfants. Et donc, naturellement, vous allez gérer comme si c'était les vôtres. Et ça fait du bien à la société.
Donc voilà un peu pour le premier élément. Alors deuxièmement, sur la question du parent qui aussi a dit que c'est bien c'est pas parce qu'on a dit d'occuper les enfants qu'il faut tout le temps mettre des choses sur leur tête pour aller vendre, quoi. Voilà. Bon, je le comprends en partie. Il n'a pas totalement tort parce que je comprends un peu, hein, parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons la réalité de nos sociétés, ce n'est plus comme avant. Avant, on avait des valeurs qu'on respectait, que même l'intrus respecte, même s'il ne connaît pas qui tu es, d'où tu viens. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a des sociétés où voilà, les valeurs sont bafouées et puis c'est un peu la jungle, si vous voulez. Et donc dans ce contexte, je comprends ce parent-là qui dit attention, vous envoyez vos enfants aller vendre, mais attention, ils ont quel âge d'abord? Est-ce qu'ils peuvent interagir avec un adulte qui peut-être veut, je dirais, les brimer? Est-ce qu'ils peuvent dire non à un aîné qui veut peut-être soutirer de l'argent? Parce que des fois, on envoie les enfants, et oui, il faut aller vendre du charbon, il faut aller vendre de la tomate ici, mais ils n'arrivent pas à gérer l'argent parce qu'ils ne savent pas. Donc, sachez quel âge a votre enfant avant de lui confier telle ou telle activité. Exactement. Donc, si l'enfant n'est pas je dirais, en âge de pouvoir interagir avec les clients, il faut savoir quel enfant vous envoyez pour tel commerce. L'autre aspect, c'est que l'enfant aura circulé dans des quartiers parfois qu'il ne connaît pas. Et là, il y a le risque d'être abusé, le risque d'être violenté. Il y a beaucoup de risques, même le risque de circulation, dans la circulation. Il y a des accidents, parfois parce que l'enfant n'a pas fait attention au feu tricolore, il a traversé la route, ou bien l'enfant, lui, il était dans sa, je dirais, il avait le droit de traverser. Peut-être c'est la voiture ou la moto qui arrive, qui n'a pas fait attention. Donc, il y a aussi tout ça. Ça veut dire que l'enfant qui sort de la maison pour aller vendre ou pour aller faire des petits commerces est à risque. Donc, à nous de veiller en tant que parents à comment on s'assure qu'il ne va pas très loin, il reviendra à la maison. Là où il va, c'est des environnements sécurisés. Donc, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que ce dont nous parlons là, ça amène à beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions et beaucoup de dispositions à mettre en place pour que l'enfant aille et revienne en sécurité et sauf. Et peut-être pour justement rassurer ce parent-là, pour ajouter à ce qu'il a dit, c'est peut-être que les parents qui verraient leurs enfants en partie pour des petits commerces, c'est peut-être que chaque soir, de discuter avec l'enfant. Comment a été ta journée? Voilà. Et ça, l'enfant, s'il a eu des difficultés, il va en dire. Il va en parler. Et donc, comme ça, le parent peut décider si l'enfant continue ou pas. Parce que si, par exemple, ton enfant revient pour te dire « Ah, le salon de coiffure dans lequel je suis, ou bien ma patronne m'a fait ci, m'a fait ça. » C'est à toi de voir s'il doit continuer ou bien. Parce que après tout, c'est pas comme s'il ne faisait pas ce travail-là, c'est la fin du monde. Non. Donc, à toi de décider qu'est-ce qui est bien pour ton enfant après l'avoir écouté. Mais, comme on l'a dit, il est intéressant de donner un peu d'espace à l'enfant pour l'éprouver, pour le mettre, je dirais, dans les conditions pour que demain, il devienne un adulte équilibré, sûr de lui-même, pouvant se prendre en charge. Donc un peu d'espace et un peu d'encadrement pendant ces moments de vacances. Alors on sait que votre organisation WANEP Togo propose également beaucoup d'activités aux jeunes et aux enfants pendant ces vacances. Est-ce que vous avez déjà un projet pour occuper les enfants pendant ces vacances? Alors, disons que nous, à WANEP Togo, qui est une organisation qui fait dans l'édification de la paix, dont nous faisons à la base beaucoup de formations sur les techniques d'analyse de conflits, de gestion pacifique de conflits à tout le monde, c'est-à-dire et les enfants, et les adolescents, et les adultes, et les acteurs politiques, et les acteurs de la société civile, bref, à tout le monde. Mais nous n'avons pas un programme, disons qu'on n'a pas un programme spécifique pour les vacances, mais nous avons des activités qui courent même pendant les vacances. Ça veut dire que nous allons continuer nos activités quotidiennes,
traditionnelle. Maintenant, les jeunes, parce qu'on a aussi un programme pour les jeunes, dans un passé récent, on avait un programme pour les enfants dans les jardins d'enfants, où on faisait vraiment de la formation sur l'éducation de la paix au travers des jardinières d'enfants et des directrices d'école. Ça a bien marché, ça a été assez intéressant et c'était une expérience sur les clubs de paix. On l'a fait de 2009 à 2020 et ça nous a permis de voir qu'en fait, ces activités ludiques-là, on peut passer par les activités ludiques pour parler de paix. Alors aujourd'hui, ce programme, c'est vrai, est fini, mais nous encourageons donc les écoles à pouvoir voir dans quelle mesure pouvoir répliquer cela. Mais maintenant, pendant les vacances, nous spécialement, nous allons continuer nos activités avec les jeunes que nous avons, que nous appelons les jeunes pour la paix, les Youth for Peace, qui sont généralement des jeunes âgés de 18 à 35 ans qui viennent d'un peu partout, c'est-à-dire que c'est des jeunes de Lomé jusqu'au nord du pays, donc ils sont répartis par région. Donc on a une plateforme dans laquelle d'abord l'information passe de ce que nous aurons à faire et puis après il y a des petites activités qui sont organisées région par région. Maintenant, cette année spécialement, on n'a pas une activité, on va dire, spécifique pour les vacances, mais l'année prochaine, il est possible, parce qu'on a un projet en ce sens, il est possible que nous puissions lancer un chantier qui va, je veux dire, renforcer la cohésion sociale entre les jeunes de différents groupes ethniques. L'idée pour nous, c'est de découvrir l'autre dans sa diversité, de le découvrir et puis de se dire, ben oui, dans telle région, voilà les spécificités, voilà les réalités et on s'enrichit comme ça. C'est aussi se déplacer de son milieu, aller vers d'autres milieux pour en fait découvrir notre territoire parce qu'il y a des gens qui, même des adultes, ils n'ont jamais quitté Lomé. Ils n'ont jamais quitté Lomé, quoi. Donc il faut se déplacer, aller dans d'autres régions, voir la faune, la flore. Voilà. Récemment, aux Evala, on nous a montré le parc animalier de Sarakawa, qui est très riche d'ailleurs. Et il y avait un parent qui était avec ses enfants. Je pense que les autres parents peuvent faire pareil. Absolument, absolument. Il y a aujourd'hui, je crois, même vers T-Média aussi, un zoo. Apparemment, je n'ai pas encore visité, mais on m'a dit qu'il y a un zoo là-bas qui est assez intéressant. Donc, il y a tellement de choses que nous avons sur le territoire. Il faut juste chercher l'information, s'organiser, trouver un petit budget et puis sortir avec les enfants. Parce que des fois, les parents diront que ah non, la vie est chère, on n'a pas d'argent, c'est vrai. Mais faites avec ce que vous avez. Certainement, vous n'avez pas forcément besoin peut-être de rester. Vous pouvez faire un aller-retour. Si vous sortez pour aller à Kbalimé, vous pouvez faire un aller-retour, revenir. Il y a les cascades. Voilà. Voilà. Ou sortez, aller manger une fois en passant dans un restaurant. Ça fait du bien à l'enfant. Ou bien carrément, vous sortez, vous allez dans un supermarché, vous revenez. C'est édifiant en fait. Vous pouvez circuler dans les rayons, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, vous n'êtes même pas obligé d'acheter, ça dépend de... Juste pour permettre à l'enfant de voir, et il s'émerveille, voilà, il est en joie et ça vous fait aussi du bien. Voilà. Puisque vous êtes dans les projets de conflits, de lutte contre les conflits, etc., il y a un aspect important que nous allons aborder, c'est la situation sécuritaire actuellement dans le pays. Et vous savez que les groupes armés, les djihadistes actuellement, recrutent beaucoup de jeunes pour commettre des bavures. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents par rapport à ce contexte particulier? Alors, cette question des groupes ou bien d'enrôlement des jeunes par les groupes extrémistes, c'est une réalité. Même si peut-être chez nous, ce n'est pas encore très poussé, mais dans d'autres contrées, dans d'autres pays, c'est vraiment, les études ont montré que ces groupes, en fait, ils recrutent même tout le monde, quoi. Ils recrutent et les jeunes, et les femmes, même des cadres qui sont dans des administrations. Donc, c'est tout un mécanisme assez malsain qui est mis en place pour déstabiliser et instaurer une psychose. Déjà, il faut que les parents soient conscients que notre pays est, je dirais, en difficulté à voir tout ce qui s'est passé au nord depuis les dernières attaques à maintenant. Notre pays est en difficulté. Et ça, c'est une situation qui est sous-régionale. Ce n'est pas juste le Togo, c'est au Bénin, au Burkina, au Mali, au Niger. Mais au même moment, c'est se dire
il ne faut pas perdre espoir. Il y a des actions qui sont en train d'être menées par le CIPLEV, le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent mis en place par le gouvernement en 2019, qui essaie de faire tout un travail de terrain, pour ne pas dire des actions souples, avec la communauté. Mais au même moment, il y a le ministère des Armées qui aussi fait tout un travail au niveau sécuritaire en termes de renforcement du dispositif, de contrôle et tout. Et donc, nous avons obligation et le devoir de soutenir ces actions-là, déjà même en pensée. Parce qu'il y a des gens qui sont encore là pour dire des propos qu'il ne faut pas, ce n'est pas bien. C'est après tout notre pays et on a obligation de travailler main dans la main. Donc, il y a besoin je dirais qu'il y a besoin d'abord de ne pas politiser ce débat-là ou cette situation qui est une réalité. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de prendre conscience que le danger peut venir de partout. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la région des savanes. Mais la région maritime n'est pas épargnée, la région centrale n'est pas épargnée. D'où la nécessité de faire une action, je dirais, sur tout l'étendue du territoire. Donc des actions concertées. Et donc, nous, WANEP Togo, on est une ONG dans le domaine. On a fait beaucoup de choses sur cette question et on continue d'en faire avec le ministère de la Sécurité, en complicité avec le ministère de la Sécurité. Nous faisons, nos actions, mais nous savons aussi qu'il y a sur le territoire d'autres ONG qui en font des actions parallèles pour aider à réduire le risque. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de réduire au possible le risque et ensuite vraiment éradiquer cette situation-là. Ce n'est pas impossible. C'est juste trouver, je dirais, les bons éléments et de proposer des solutions durables. Maintenant, pour les parents, je crois qu'a priori, on peut se dire que qu'est-ce que les parents peuvent faire? Il faut communiquer, sensibiliser les enfants pour déjà les éveiller à la question et puis attirer leur attention que c'est des personnes qui peuvent venir de mille formes, c'est-à-dire qui peuvent venir sous forme de « ah, j'ai telle opportunité pour des bourses dans tel pays », j'ai telle opportunité pour des activités au nord du pays. Donc, il faut être en alerte. Quand quelqu'un vient vous faire des propositions, il faut être regardant sur la proposition. C'est pour faire quoi? Qui est derrière? Ça vient d'où? Il faut poser des questions. Il ne faut pas juste « ah, c'est une proposition qui me permet d'avoir 350 000 et puis sauter là-dedans ». Il faut poser des questions. Et parlant de vacances, c'est l'occasion peut-être aussi, ça c'est entre parenthèses, ça n'a pas lien direct avec ce dont nous parlons, mais je me dis, c'est l'occasion d'en parler aussi, c'est les trafics humains. Pendant les vacances, peut-être l'enfant peut se dire, ah oui, j'ai entendu parler d'un travail au Burkina, un travail de domestique en Côte d'Ivoire, mais de grâce. Les parents qui laissent les enfants partir, veillez, assurez-vous qu'ils vont chez des personnes, des bonnes personnes, des personnes de confiance. Mais si c'est partir à l'aventure, de grâce, gardez vos enfants au pays, prenez-en soin. Demain, ils deviendront quelque chose pour vous. Maintenant, si vous avez les moyens de lui permettre de partir, mais dans des conditions, je dirais, légales, dans des conditions sécurisantes, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, si c'est pour, comme on dit, c'est l'immigration clandestine, non. Ou c'est les autres rurales. Des fois, des gens, même dans notre pays, les gens quittent le village pour venir travailler chez d'autres personnes, mais ce n'est pas des conditions. Ils ne se retrouvent pas dans des conditions favorables. Donc, il faut qu'on soit assez vigilant pour nous dire que nous avons l'obligation de protéger nos enfants tout en leur donnant l'espace qu'il faut. Donc, il faut être regardant, faire le suivi. Là où l'enfant est allé, c'est chez qui? Faire le suivi. Maintenant, pour les enfants peut-être qui nous regardent, les adolescents qui nous regardent, vous avez envie de quitter? Ok, parlez-en à vos parents. Communiquez. Récemment, il y a une fille qui a quitté comme ça. Elle n'a rien dit à ses parents. Des jours après, c'était la panique. Et après, on apprend qu'elle est allée au Burkina chez une dame pour vendre. Mais pourquoi tu ne peux pas dire à tes parents, au moins à quelqu'un dans la famille? Mais c'était la panique. C'était la panique. Maintenant, elle va où encore? Dans une zone qui était à risque.
Donc, il faut que les enfants, les adolescents communiquent. C'est vrai, vous voulez peut-être votre liberté, mais le parent reste le parent. Tu as besoin quelque part de sa bénédiction pour évoluer. Donc, il n'y a pas de mauvais parents. Est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité des parents à ce niveau-là? Oui, parfois, c'est ça que je dis. C'est pourquoi je disais tantôt que les parents doivent apprendre à communiquer avec les enfants. Il n'est pas dit de mener une vie peut-être ou bien de mener, je ne sais pas, de montrer à l'enfant qu'il a droit à tout. Non, il a des droits, mais en même temps, il a des devoirs. Donc, c'est à toi, le parent, de savoir comment asseoir ton autorité parentale tout en étant flexible, en l'amenant à s'ouvrir à toi. Mais quand tu es trop rigide, oui, l'enfant peut partir sans que tu ne saches. Parce qu'il sait que s'il te dit là où il va, tu diras non. Peut-être c'est des bastonnades, peut-être c'est des punitions. Donc il se dit que je vais fuir et après je leur dirai là où je suis. Donc ça dépend de la relation qui existe dans l'environnement de l'enfant. Si l'enfant pense qu'il n'a pas confiance en son environnement immédiat, il va fuir, faire des choses et c'est après que tu vas l'apprendre et c'est un peu dommage. Donc voilà un peu. Et voilà, chers parents, vous comprenez donc que vous avez la lourde responsabilité de protéger votre enfant pendant ces moments de vacances, de bien les encadrer, de leur proposer des activités saines et d'avoir du temps pour échanger suffisamment avec eux. Et parlant justement d'échanger avec les enfants, nous pensons aussi que c'est le moment de discuter avec les enfants sur ce qu'ils veulent faire. Je veux parler là de l'orientation scolaire. Et à votre niveau, quels conseils donneriez-vous aux parents par rapport à l'orientation scolaire? Comment orienter son enfant pour qu'il puisse faire un choix judicieux des filières pour l'avenir? Alors déjà, c'est suivre en fait, je dirais, l'évolution scolaire de l'enfant par rapport aux notes, aux matières, voir un peu dans quel domaine l'enfant est, comme on le dit, calé ou est fort et dans quel domaine il a des difficultés. Est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est en géographie? Est-ce que c'est en mathématiques? En tout cas, selon le niveau de l'enfant, il faut prendre le temps d'analyser les relevés de notes. Il y a des parents, bon ok, l'enfant a réussi et puis on dit ah oui d'accord, tu as réussi, tu passes en classe supérieure, c'est bon. Ils ne regardent même pas le relevé. Il faut prendre le temps d'analyser les relevés de notes des enfants. Ça, c'est la première étape. Parce qu'une fois que tu analyses, tu vas détecter en tant que parent là où l'enfant a excellé, là où vraiment il doit retravailler. Déjà, ça te permet de corriger, de mettre des dispositions pour que l'enfant corrige là où il y a des manquements et que déjà à la rentrée, il puisse être préparé à mieux, je dirais, évoluer. Maintenant, si tu l'accompagnes déjà vers, je dirais, avant le BEPC, déjà, ou après le BEPC, c'est là, généralement, on fait une orientation plus ou moins mécanique. Genre, si l'enfant a eu de bonnes notes en tout ce qui est littérature, on le dirige vers la série A. Si il a eu de bonnes notes en tout ce qui est mathématiques, sciences, on le dirige vers la série D. J'appelle ça un peu une orientation mécanique parce que bon, il faut évoluer et voilà. Donc déjà là, si l'enfant se dit que ben en fait moi quand je serai grand, j'aimerais devenir docteur ou infirmière, déjà il faut lui expliquer que ah oui, c'est mal, non je dis pardon, c'est bien, mais il faut que tu travailles tes notes en sciences, mais déjà très tôt. Mais s'il n'a pas compris comme ça et que voilà, il n'a que de mauvaises notes en sciences naturelles et tout le reste, ce n'est pas quand il va arriver après le BPC qu'il va dire que je vais forcément faire la série D. Il ne peut pas. Déjà ça, il est disqualifié. Donc, le parent a l'obligation d'abord de surveiller, d'analyser les relevés de notes, ensuite de discuter avec l'enfant sur ce qu'il aimerait devenir dans 20 ans, dans 30 ans. Généralement, on ne pose pas ces questions, on se dit non, l'enfant il ne va pas savoir. Non, qui te dit qu'il ne va pas savoir? Pose-lui d'abord la question, même s'il a 5 ans, pose-lui la question. C'est vrai, il ne va pas te donner quelque chose peut-être de très clair, mais tu seras étonné, il y a des enfants qui te diront ce qu'ils veulent devenir. Peut-être parce qu'en regardant la télé, ils ont été marqués par quelque chose, ou bien dans leur environnement, ils ont été marqués par quelque chose. Donc, tu poses ces questions-là à l'enfant déjà très tôt, jusqu'à son âge en fait, quand il arrive en troisième, déjà là, il est encore plus mature pour mieux apprécier. Maintenant, des fois, il faut juste offrir des opportunités à l'enfant.
tu vois ça, tu vois ci, et c'est là il découvre les métiers. Il faut lui faire découvrir les métiers. Et à un moment donné, tu verras quand même qu'il sera porté plus vers quelque chose. Donc, c'est un ensemble de choses, en fait, l'orientation scolaire, professionnelle. C'est un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas juste... c'est à plusieurs niveaux, je veux dire. Maintenant, les parents peuvent se faire accompagner par des spécialistes dans le domaine. Il y en a aujourd'hui à Lomé. Des gens qui, en orientation. Voilà. Il y en a dans les écoles, mais il y a aussi des gens qui ont leur cabinet, qui font ce travail-là, qui te permet vraiment de détecter d'abord les potentiels de ton enfant et de savoir vraiment les possibilités d'emploi qu'il pourra avoir. En sachant aussi qu'il faut faire l'analyse aussi par rapport, je dirais, comment on dit ça, aux emplois porteurs. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a certains emplois, le qui marché, ne sont plus d'actualité. Voilà, donc il faut actualiser, il faut expliquer à l'enfant, ah oui, tu voudrais faire ça, mais pour le moment, peut-être, je n'ai pas les moyens de t'envoyer en Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la guerre entre les enfants et les parents. Ouais. Ah non, papa, moi, après le bac, moi, je dois partir en Europe. Peut-être qu'il n'a pas compris qu'en fait, même au Togo, il y a des grandes personnes qui sortent. Maintenant, si tu as les moyens de l'envoyer en Europe, c'est bien. Mais là encore, il faut voir, est-ce que ton enfant peut tenir sans toi, sans, en tout cas, ses proches. Parce qu'il y a des enfants aussi, dès qu'ils vont en Europe, ça devient autre chose. Tout l'investissement est perdu parce qu'ils ne font pas de bonne compagnie. Donc, c'est aux parents d'analyser tout ça et d'accompagner progressivement l'enfant tout en se faisant aider par des spécialistes qui seront mieux, je dirais, mieux placés pour bien orienter l'enfant, parce que le parent seul ne pourra pas faire une orientation totale à moins qu'il ait conseil dans le domaine et à moins qu'il est spécialiste du domaine. Et justement, donc, voilà. Vous êtes une personne ressource en matière d'orientation. Est-ce que vous avez eu déjà à orienter des jeunes par rapport au choix de leur filière? Oui, j'ai la, disons, au travers de mon expérience, parce qu'à part WANEP, je fais justement ce travail d'accompagnement avec le cabinet SIFA Group. Et je peux dire que oui, affirmatif, j'ai eu à orienter des jeunes et conseiller aussi je dirais des jeunes adultes à pouvoir mieux orienter leur choix professionnel. Donc généralement c'est à deux niveaux, niveau scolaire, niveau professionnel. Et quand je le fais, je suis toujours émerveillée par le fait que quand la personne découvre ce qu'il veut faire, il est sûr de ce qu'il veut faire, c'est clair que tout le processus est plus facile. Mais au même moment, je suis aussi parfois attristée de voir que beaucoup se perdent. C'est-à-dire, il veut faire beaucoup de choses à la fois. Des fois, il ne sait pas finalement, mais à la fin, on est contents tous parce qu'on l'aide à pouvoir trouver, je dirais, la bonne voie. Donc, ça prend du temps. Des fois, c'est des accompagnements téléphoniques. Des fois, c'est face-to-face. Donc, tout ça nous permet quand même, au final, d'amener la personne à trouver sa voie. Et il est important de prendre du temps, d'écouter les enfants. Et parce que des fois, en tout cas aujourd'hui, nos adolescents ont beaucoup de problèmes, ont beaucoup de difficultés, mais n'ont pas l'oreille d'écoute des parents. Dès que l'enfant dit « Papa, je voudrais te parler », « Ah non, j'ai pas le temps, je suis pressée ». Moi-même, je le fais parfois, je confesse. Ça arrive parce que on fait un peu sous la pression du travail, voilà, des dossiers qu'il faut rendre. Mais encore une fois, je dis, on doit prendre conscience, nous les parents, que vraiment notre richesse, c'est d'abord les enfants. Et donc, si je cours pour l'argent et au final, je n'ai pas les enfants qui vont en bénéficier, ça ne sert à rien. Donc, quelqu'un disait, en fait, il ne faut pas oublier notre famille, quoi. Il ne faut pas oublier la cellule familiale. Tout commence par là. Donc, quand l'enfant veut nous parler et qu'on n'a pas le temps, disons-lui que je te propose qu'on discute demain ou dans la soirée. En tout cas, proposons-lui un créneau, même si c'est 5 minutes. Attendons voir qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut parler de quoi? Et là, tu lui diras, ok, là tout à l'heure, je ne peux pas, mais on pourra en discuter dans 2 jours, dans 3 jours. Mais vraiment bloquer, dire, j'ai jamais le temps, là, on rate beaucoup de choses. Donc, quand nous faisons de l'orientation, on est toujours, en tout cas à la fin, émerveillé de ce qu'on a comme résultat. J'avoue que parfois, c'est très compliqué. Parfois, tu sens que la personne peut faire ci, peut faire ça, mais lui-même n'est pas sûr de lui. Et donc, il faut tout un autre travail
travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, pour qu'après maintenant revenir sur la question d'orientation, parce que beaucoup doutent. Ils doutent de qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire. Et ça aussi, c'est parce que l'histoire de leur jeunesse, l'histoire de leur environnement fait que ils se disent que je ne peux pas. Alors qu'en fait, ils peuvent. Donc, les parents ont cette responsabilité-là d'être plus présents dans la vie des enfants. Alors, est-ce que être présent auprès de son enfant sous-entend qu'il faut l'imposer son choix? On l'a dit, dans le développement, je faisais un peu la comparaison avec ces parents peut-être qui ont raté je sais pas, une vocation ou une mission, et puis se disent que moi j'ai voulu faire la médecine et comme j'ai pas pu, mon enfant là, lui fera la médecine. Forcément. Mais est-ce que ton enfant a les capacités de faire la médecine? Est-ce que même s'il a les capacités, est-ce qu'il veut faire la médecine? Il y a des personnes par exemple qui ne peuvent pas voir du sang. Donc, imagine que tu veux forcer ton enfant à devenir, je ne sais pas, chirurgien et tout, et donc il aura le contact avec le sang à chaque fois. Est-ce qu'il peut tenir? Donc, il faut en fait, c'est vrai, tu peux proposer, parce que des fois, il y a des enfants aussi qui ne savent pas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont ce qu'ils sont parce que les parents les ont orientés vers là. Mais là encore, je me dis, c'est sûr que le parent a vu quelque chose en cet enfant-là, en l'orientant. Donc, il faut écouter l'enfant, il faut lui faire des propositions. C'est-à-dire au moins 2, 3. Dans la balance. Voilà. À lui de faire le choix. Maintenant, s'il fait un choix qui n'est pas, je dirais, judicieux, toi, le parent, c'est à toi de l'amener à comprendre que ce que tu as appris n'est pas mal. Mais vu tel contexte, je te propose d'aller sur cette option en attendant, parce que en termes d'avantages, voilà, en termes d'inconvénients, voilà. Et là, il comprend mieux et puis bon, ok, il fait le choix. Ce n'est pas aussi comme si, c'est un peu comme un choix, je dirais, imposé, mais qui au final a été choisi par l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un choix que le parent a vu. C'est-à-dire qu'il a eu de la longueur d'avance. Il se dit, ça c'est mieux pour toi. Mais il amène l'enfant à comprendre. Donc, dans une logique d'anticiper, vaut mieux communiquer avec l'enfant, dialoguer en fait avec lui et ne pas lui imposer. Même si tu as peut-être trouvé la bonne je dirais, tu as peut-être trouvé le choix idéal pour lui, propose-lui ce choix-là, à lui d'accepter ou de dire non. Parce qu'après tout, il en sera responsable de sa destinée, de son parcours en fait. Voilà, nous tendons pratiquement à la fin de débat thématique. Madame, votre mot de fin par rapport à tout ce dont nous avons parlé sur ce plateau. 2 choses essentielles, hein. La nécessité pour les parents de prendre du temps avec les enfants, surtout en cette période de vacances parce que c'est encore plus gérable. Prendre du temps pour mieux les connaître, pour prendre connaissance de leur réalité, de leur peine, de leur joie et de ce qu'ils voudraient faire demain pour pouvoir les orienter. Deuxième chose, on en a aussi beaucoup parlé, c'est la question de l'orientation. Il est important d'orienter l'enfant et de ne pas faire une orientation mécanique. C'est genre, l'enfant évolue, il arrive en terminale et puis il ne sait même pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va à l'université? Est-ce qu'il veut apprendre un métier? On ne sait même pas. C'est quand il arrive après le bac, on se dit, qu'est-ce que tu veux faire? Non, cette question, on doit la poser bien avant même qu'il ne commence le lycée. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le parcours long, déjà très tôt, à 15 ans déjà, on peut lui poser cette question. Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans le domaine artisanal, mais ils évoluent bien. Donc, c'est sur quoi ton enfant est porté. Essaie de l'orienter si tu peux, sinon cherche des spécialistes pour l'accompagner parce qu'une bonne orientation donne toujours une carrière ou bien une vie épanouie. Parce que la question de plan de carrière est liée forcément aussi à la question de plan de vie. Il y a un lien. Donc, il faut s'accompagner des personnes ressources, des spécialistes, et il y en a beaucoup à Lomé aujourd'hui. Allez juste sur Internet et tapez, vous allez trouver des contacts. Et puis voilà, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Et on se dit, ah oui, chacun a joué sa partition. Exactement. Merci, Madame Novierko Pialo Dado. Je rappelle que vous êtes sociologue, personne ressource en orientation et coordinatrice de WANEP Togo. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour vos conseils également.
Merci à vous et bonne continuation. Merci. Alors, c'est la fin de ce numéro de Débat Éducation. Merci à vous qui avez été des nôtres. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.